Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ARPod, le podcast de la Société française d'anesthésie-réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série Rencontre des experts de la Société française d'anesthésie-réanimation pour aborder les thématiques d'actualité en réanimation. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandre Louvet pour nous parler d'hépatite alcoolique aiguë. Je vous laisse la parole et première question, qu'en pensez au diagnostic d'hépatite alcoolique aiguë ? Oui, bonjour et merci pour l'invitation. C'est une question qui n'est pas très facile en réalité, puisque le problème de l'hépatite alcoolique, c'est qu'on n'a pas beaucoup de signes qui sont très spécifiques, en réalité, malheureusement. Dans le cadre de la forme sévère de l'hépatite alcoolique, c'est de celle-là dont on va parler aujourd'hui, en réalité, le signe d'appel, c'est l'ictère. C'est l'ictère brutal et ça survient chez un patient qui est consommateur excessif d'alcool et le plus souvent qui a une cirrhose. C'est pour ça que les signes cliniques finalement ne sont pas très spécifiques puisque le patient va se présenter à l'hôpital pour une décompensation aiguë de cirrhose ictérique et il sera difficile cliniquement de faire la part des choses. Alors souvent on a tendance à dire que c'est un peu un diagnostic d'exclusion, en tout cas cliniquement et biologiquement, c'est-à-dire qu'on élimine une infection, on élimine une hépatite virale, on élimine une hépatite médicamenteuse, tout ce qui peut entraîner une décompensation aiguë de cirrhose chez un patient consommateur excessif d'alcool. Et ensuite, l'idée est, à la fois avec le bilan biologique et puis surtout avec la biopsie du foie, de confirmer le diagnostic, même s'il est parfois difficile de faire une biopsie du foie chez ces patients, puisqu'ils ont quasiment toujours de l'acide, 80% des patients à peu près, et des troubles de l'hémostase évidemment qui sont très importants en lien avec l'hépatopathie. Donc je crois que vraiment, si on veut synthétiser les signes d'appel et on va dire le moment où on doit penser à l'hépatite alcoolique sévère, c'est une décompensation ictérique de cirrhose chez un patient qui consomme de l'alcool, en sachant qu'il y a un tout petit bémol à ça, c'est que parfois le patient, parce qu'il se sentait déjà un peu moins bien, a interrompu la consommation d'alcool depuis déjà quelques jours. Donc il ne faut pas forcément que la consommation d'alcool soit toute récente. D'où l'importance d'essayer de dater l'ancienneté de l'ictère avec le patient et éventuellement son entourage. Et quand on pense au diagnostic, est-ce que la corticothérapie est urgente ? Alors la corticothérapie, elle n'est jamais urgente, ou en tout cas quasiment jamais urgente. Ça reste un traitement qui améliore la mortalité, ça, on a des éléments clairs là-dessus. Le bénéfice de survie qui est apporté par la corticothérapie, ça reste un bénéfice de survie à relativement court terme et plus forcément à moyen terme. J'entends par court terme 1 mois et par moyen terme 3 à 6 mois. Donc ça reste quand même un traitement qui fonctionne incontestablement, mais qui n'est pas un traitement magique. Donc il ne faut pas non plus attendre une amélioration extrêmement spectaculaire de la fonction hépatique sous corticoïdes dans les tout premiers jours. C'est ça qui nous fait dire que le traitement n'est pas urgent. Et l'autre point qu'il faut souligner, bien entendu, c'est comme beaucoup de patients qui ont une hépatopathie décompensée, les patients qui ont une hépatite alcoolique sévère sont très à risque d'infection. Il y a à peu près un tiers des patients qui rentrent à l'hôpital avant même d'avoir, entre guillemets, croisé les corticoïdes et qui ont une infection latente. Donc on commence par un bilan infectieux, on récupère le bilan infectieux pour être certain de ne pas traiter par corticoïdes, sachant que la dose est de 40 mg par jour de prédnisolone, un patient qui aurait une infection qu'on n'aurait pas identifiée. Ok, et en l'absence d'efficacité de ce traitement, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, habituellement, on considère... Alors, il y a un petit peu deux façons, si on peut dire, de diagnostiquer l'efficacité ou l'absence d'efficacité des corticoïdes. Il y a un moyen assez simple, c'est l'évaluation du taux de bilirubine. Un patient qui tire bénéfice des corticoïdes va avoir une amélioration du taux de bilirubine. Alors ça prend quelques jours, mais on considère qu'au bout d'une semaine de prédnisolone 40 mg par jour, donc c'est par voie orale bien sûr, on a une bonne idée de l'imprégnation corticoïde et de son efficacité. L'autre manière d'identifier l'absence de réponse à la corticothérapie, ou au contraire une efficacité claire, c'est d'utiliser des scores biologiques et cliniques. Il y en a plusieurs. Alors, il y a le score de Lille en particulier, je prêche un peu pour ma paroisse, mais il y en a d'autres, qui intègrent un certain nombre de paramètres biologiques, dont cette fameuse évolution de bilirubine au bout de 7 jours de traitement.
Et une fois qu'on a donc pu calculer ces scores, on définit si la réponse thérapeutique est satisfaisante ou ne l'est pas. La difficulté actuelle, c'est qu'il y a plein de stratégies médicamenteuses qui ont été testées chez les patients qui ne tirent pas bénéfice des corticoïdes, donc qui ont un taux de bilirubine qui ne s'améliore pas, une hépatopathie qui ne se compense pas. Et actuellement, il n'y a aucun traitement médicamenteux qui ait démontré son intérêt, soit biologique, soit clinique, chez les malades qui ne répondent pas aux corticoïdes. Donc on est malheureusement dans une situation qui est un peu de l'impasse thérapeutique, en tout cas de l'impasse pharmacologique. Et dans ce cas-là, quand faut-il évoquer le recours à la transplantation hépatique ? Alors le recours à la transplantation, il est assez logique puisqu'on est finalement avec des patients qui ont une hépatopathie très décompensée, qui continuent à s'aggraver malgré la corticothérapie, chez ces patients non répondeurs aux corticoïdes. Et donc le plus souvent, il s'agit de patients qui ont des paramètres d'hémostase évidemment extrêmement perturbés, une bilirubine élevée, souvent des phénomènes infectieux. Il y a à peu près un patient sur deux qui est non répondeur aux corticoïdes qui va développer une infection, et une insuffisance rénale. Autant dire que c'est des patients qui ont des scores pronostiques d'insuffisance hépatique qui sont vraiment très perturbés. Et il paraît relativement logique, je pense en particulier au score MELD qu'on utilise pour prioriser les patients sur liste de transplantation. Donc, quand ces patients ont un score MELD élevé, on sait dans d'autres maladies hépatiques que malheureusement, il n'y a guère que la transplantation qui va permettre d'améliorer leur survie. Alors, quand y penser à cette greffe, c'est un peu difficile parce que éthiquement, ça pose évidemment quelques dilemmes. Il s'agit de patients qui rentrent à l'hôpital sans arrêt significatif de consommation d'alcool. Alors, il y a un relatif consensus et français et international pour discuter de cette transplantation en procédure accélérée chez les patients qui rentrent à l'hôpital pour leur première décompensation de cirrhose, qui n'étaient pas informés de la présence d'une hépatopathie et qui n'avaient pas été vraiment pris en charge d'un point de vue addictologique avec cette notion du risque vital imminent en lien avec la consommation d'alcool. Alors, il y a bien entendu un critère d'âge, mais là qui est un peu subjectif, parce que qu'est-ce que c'est qu'un patient jeune ? C'est évidemment compliqué. Le point qui est le plus important, comme pour toutes les hépatopathies liées à la consommation d'alcool, c'est que le soutien familial soit de bonne qualité. Il est vrai qu'un patient malheureusement qui est marginalisé, qui est en perte de contact avec le milieu médical, avec la société parfois, c'est pas forcément à ces patients-là qu'on va proposer la transplantation. Ce n'est pas des contre-indications, évidemment, mais on a bien entendu besoin d'un avis addictologique motivé. Et puis le point le plus important, c'est comme ce sont des décisions médicales difficiles, avec un risque de mortalité qui est élevé, mais il faut que la décision soit prise en équipe. Donc, hépatogastro, anesthésiste réanimateur, chirurgien, addictologue, l'équipe paramédicale bien évidemment, souvent le médecin traitant. On appelle régulièrement le médecin traitant aussi, pour voir un petit peu comment le patient avait pu réagir aux éventuelles informations autour de la consommation d'alcool qui lui avait été donnée. Et sur la base de ces éléments qu'on essaie de prendre la décision de la transplantation en procédure accélérée. Je dis en procédure accélérée parce que l'hépatopathie est tellement décompensée chez ces patients-là que dès qu'on les met sur liste de transplantation, ils vont être des candidats potentiels, ils vont avoir des scores MELD notamment très élevés et arriver du coup dans le haut de la liste. Ce qui pose bien sûr un souci, puisqu'éthiquement parlant, ils vont, entre guillemets, passer devant certains patients qui ont une maladie du foie liée à l'alcool et qui ont arrêté leur consommation depuis longtemps, ou d'autres patients qui ont une hépatopathie qui n'est pas liée à la consommation d'alcool. Merci beaucoup pour cette mise au point sur l'hépatite alcoolique aiguë. Merci à tous pour votre écoute. Vous retrouverez l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast.